Yo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois d'avril avec les petits bouquins que vous pouvez voir ici. Mais surtout vous pouvez voir que je ne suis pas dans le fond des dernières vidéos puisque je suis de retour dans ma chambre d'enfant. Si vous avez vu des vidéos de la petite Lou d'il y a quelques années, vous reconnaîtrez peut-être ce fond vert et puis le fond en général, même si ça a peut-être un peu évolué au fur et à mesure des années. Ça fait un fond pas très beau. Je me suis posée là où il y avait un peu de lumière et puis là-bas ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est pas grave. Ça ferait très bien pour la vidéo. On va commencer tout de suite avec Le Trône de Fer, l'intégrale 2 de George R.R. Martin. Ça a été un coup de cœur. Commençons sur les bases, c'était une excellente lecture. Je l'ai vraiment adoré. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc pas dans ce gros format parce qu'il fait presque 1000 pages, il est lourd et pas facile à transporter. Et je l'ai lu en un peu moins d'un mois, qui est très rapide pour moi. Donc je suis fière de moi de l'avoir lu aussi rapidement parce que c'est une belle bricasse écrit petit et qui vous tient un long moment. C'était la deuxième fois que je lisais un bouquin sur ma liseuse. Le précédent était le premier tome de L'Assassin Royal, première époque. Et c'est toujours un plaisir honnêtement de lire sur liseuse. Je me rends compte que je lis plus vite parce que j'ai plus le réflexe de le sortir facilement. Même le soir je suis plus à l'aise juste de caler la liseuse et de lire en étant tout au chaud sans sortir les bras de la couette. Donc j'ai gagné du temps sur ma lecture en pouvant le sortir beaucoup plus régulièrement. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que nous sommes dans l'intégrale 2, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à l'intégrale 1, mais ça faisait je crois 3 ans ou 2 ans que j'avais lu le premier intégral. J'avais un peu peur de reprendre parce que je me suis dit que j'allais oublier pas mal de choses et puis je pense que si vous connaissez Game of Thrones, vous savez qu'il y a énormément de personnages, donc au bout d'un moment on se perd facilement, mais honnêtement c'était comme dans du beurre, c'était incroyable, je me suis replongée dedans très facilement et j'ai adoré ce bouquin. J'ai même hésité à attaquer l'intégrale 3 alors que c'est quand même des beaux bouquins parce que c'était un grand plaisir de lecture. Dans ce bouquin, c'est comme dans l'intégrale 1 et de toute façon comme dans les tomes parce que maintenant ils ont édité chaque tome séparément. On suit différents points de vue, différents personnages. Ce n'est pas quelque chose de calé, c'est-à-dire que on ne suit pas de manière régulière chaque personnage. Ça varie selon en fait ce que l'auteur veut nous apporter et veut faire avancer dans l'histoire. J'adore la plume de l'auteur, c'est franchement un régal de lire et bravo pour la traduction aussi qui je trouve est très bonne. J'ai aimé également le rythme dans cette intégrale parce que donc on va dire dans le premier tome, il y a 3 tomes à l'intérieur de cette intégrale, c'est plutôt lent, les chapitres sont très longs et puis ça commence à s'accélérer, on sent la vitesse qui se forme grâce au nombre de chapitres qui sont de plus en plus conséquents, il y a moins en moins de pages par chapitre et donc ça avance, on a vraiment envie de savoir ce qui arrive. Et puis c'est bien connu dans cette saga, il arrive toujours des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. C'est un coup de cœur, c'est l'une de mes meilleures lectures de ce début d'année et j'ai hâte de me plonger dans l'intégrale 3. Alors je pense que je vais me laisser un peu de temps quand même parce que j'ai plein d'autres bouquins à lire, mais en tout cas ça a été un grand plaisir de lire ce bouquin et je sais que je ne vais pas laisser encore plusieurs années avant de lire la suite. On va passer sur des bouquins où je suis beaucoup moins emballée. Tout d'abord il y a le tome 6 de Blackwater qui est Pluie de Michael McDowell. J'ai lu les 5 premiers tomes très rapprochés, très rapidement en fin d'année dernière et je voulais lire celui-ci dans la foulée mais après ça m'est un peu sorti de l'ambiance. L'histoire de Blackwater, on suit la famille Casquet. Au tout début de l'aventure, on est dans la ville qui s'appelle Perdido, il y a eu une très violente crue et l'un des hommes casqués va tomber sur une femme. Je le décris de manière très nulle mais c'est juste pour vous donner dans les grandes lignes et on va suivre l'aventure de toute cette famille qui est assez grande, qui va se déchirer, qu'ils ont tous des très forts caractères. Cette aventure va être suivie sur les 6 tomes. Les 6 tomes vont prendre
raconte des périodes de la vie de cette famille. On va voir les manigances, ces caractères très particuliers qu'ont quasiment tous les membres des Casquets. Je dois vous avouer que je n'ai pas été très emballée par cette saga. J'ai bien aimé initialement le premier et le deuxième tome, si je me rappelle bien, mais par contre les tomes suivants ont commencé à m'agacer. Et dans cette saga, au-delà de suivre la famille Casquet, on va avoir des petits moments un peu de fantastique, avec des choses qui vont arriver assez étranges, un petit peu horrifiques. C'est censé être quelque chose qui fait assez peur, mais sans plus, c'est pas un roman d'horreur. J'étais contente de terminer cette histoire, surtout que j'ai trouvé ce tome 6 assez spécial, un peu... je sais pas, je n'ai pas accroché avec cette lecture. Tout ce côté fantastique, au début on est intrigué parce que ça vient à petite dose dans les premiers tomes, et puis après on comprend évidemment cette intrigue, et donc on se demande où ça va mener. Mais la fin était pas top. Je ne peux pas évidemment vous la spoiler, mais j'étais assez déçue parce que je la trouvais un peu à la fin accélérée et très morbide, mais pas un morbide où tu te dis ah waouh que de rebondissements. Là c'est un peu en mode bah il faut que tous les personnages au bout d'un moment disparaissent, bon ben voilà. Donc je ne suis pas très fan de cette saga. Je suis malgré tout contente d'avoir lu cette saga qui a fait grand bruit. Énormément de gens ont adoré ou en tout cas ont beaucoup aimé Blackwater. Par contre là où je peux insister, c'est quand même ces éditions qui sont absolument magnifiques. Chaque tome a son style, sa couverture très définie et différente des autres tomes. Monsieur Toussaint Louverture font des livres que je trouve extrêmement qualitatifs et je suivrai encore et toujours leur publication. Blackwater ça ne l'a pas fait avec moi, mais c'est quand même une édition de 1982. Peut-être ça aussi qui à l'époque était assez novateur, qui sait, mais en tout cas aujourd'hui en le lisant je n'ai pas trop été à fond dans l'histoire. Et également si je voulais parler de la manière dont les personnages se parlent, je trouve que des fois c'est très violent, très cru. Également la réaction de certains personnages, on dirait des machines. On veut trop tirer sur les traits des caractères de chaque personnage et je trouve que ça en devient un peu trop poussé, pas réaliste, et du coup moi ça m'a plusieurs fois sorti de ma lecture, la manière dont il parlait, des fois très violente, en plus pour l'époque je trouve ça surprenant. Et puis leur façon d'être et certains personnages qui sont très particuliers, mais dans le sens trop. En fait, on a l'impression que ils ont voulu pousser, vraiment tirer les ficelles de chaque personnage en disant bah oui, alors toi tu vas avoir ce caractère, donc vas-y, on va tout donner pour que tu montres bien que t'es ce caractère. Et donc j'ai pas été extrêmement fan de cette manière de fonctionner. En tout cas voilà, vous avez mon avis sur Blackwater, je suis contente de l'avoir lu. Après je ne le garderai pas en mémoire et c'est pas un bouquin je pense vers lequel, enfin une saga en tout cas vers laquelle je me retournerai. Ensuite, alors là, comment dire, La fille qu'on appelle de Tanguy Viel. C'est un livre que j'ai acheté sur recommandation d'une libraire. J'ai une petite lubie quand je vais en librairie et que je vais acheter des bouquins. J'aime beaucoup demander aux libraires de me faire leurs recommandations et de me recommander un livre qu'ils ont aimé et pas forcément que ce soit le grand succès de l'année ou autre. Non, un bouquin dans n'importe quel style littéraire et juste qu'ils me le recommandent. Et là ça a été le cas cette fois-ci avec La fille qu'on appelle de Tanguy Viel, qui est un bouquin que je n'ai pas aimé. Je vais essayer d'expliquer, c'est toujours difficile. En fait j'ai envie de vous donner des updates de lecture assez sympas où je vous parle du fond du bouquin et de vraiment mes opinions, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de poser son avis. L'histoire est malheureusement comme un fait divers. On suit une jeune femme de 20 ans qui va être on va dire manipulée par un maire qui a tout plein pouvoir, toute puissance. Et au milieu de ça, il y a le père de cette fille qui est le chauffeur de ce maire. Et toute cette histoire très glauque et pourtant très réaliste. Ça va parler de harcèlement sexuel. Si jamais c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, ne vous tournez pas vers ce genre de lecture. C'est un tout petit bouquin qui fait 170 pages, il se lit très vite. Premier point négatif pour moi, c'est la plume de l'auteur. Il faut tout pour faire un monde, donc j'ai vu évidemment des avis très positifs sur cet auteur et tant mieux, vraiment. Mais moi je n'ai pas du tout accroché. J'ai même marqué
marqué un endroit pour vous le lire parce que en fait je parlais à ma maman au téléphone de ce bouquin et je lui disais mais je trouve que c'est lourd à lire, c'est... Enfin vraiment je ne supportais pas ma lecture et donc j'avais pris au hasard, j'avais ouvert et juste je lui avais lu une phrase, mais une phrase, ce n'est pas une phrase, c'est une page pour qu'elle ait en fait qu'elle comprenne mon sentiment et je me suis dit qu'en fait c'était très parlant donc je vais vous lire un extrait qui est page 39. Alors oui, je vais lire de manière potentiellement désagréable mais parce que c'est une et même phrase donc ne soyez pas surpris. Mais à partir de là, il ne s'intéressait pas plus aux phrases qu'il prononçait qu'à ses réponses à elle, chaque mot venu seulement combler ce temps qui lui permettait de s'installer en haut de la situation. Cela qu'elle n'a pas tardé à comprendre, du moins il y a une paire d'elles que ça a plus qu'effleuré, qu'il y avait d'autres idées en tête, quant à chaque seconde qui passait si lentement, on aurait dit qu'ils avaient un sismographe dans la poche pour mesurer les vibrations qu'elle dégageait en même temps qu'ils s'approchaient doucement, très doucement, de ce qu'il faudrait bientôt appeler l'épicentre, à ceci près que le séisme n'avait pas encore eu lieu. Pour l'heure seulement, les mouvements invisibles de plaques se subsumant et glissant sur cette sorte de magma mu par son seul désir. J'en bégaye à la fin. Je trouve ça lourd. Autre exemple, la page 38. À nouveau, il a senti comme un courant d'air qui passait entre deux, quelque chose comme le fantôme de Max qui s'immisçait dans le grand bureau et qui ne devait pas rester là, parce qu'alors tout le fragile édifice qu'il construisait lentement risquait de s'écrouler, pressentant que c'était là l'obstacle principal, qu'il suffisait à tout moment que Max apparaisse comme un hologramme dans la pièce pour faire comme un mur entre deux. Et en fait, je pense, moi j'ai une manière de lire, je pense, je lis comme je parle. C'est-à-dire que je respire dans ma lecture quand il y a des points, et là, il n'y a aucun moment pour respirer. Et je vois très bien pourquoi, enfin je vois très bien, en tout cas, j'ai l'impression de comprendre pourquoi il a fonctionné comme ça. C'est parce que il veut qu'on ressente aussi cette lourdeur, je fais ce petit geste un peu crispé, mais voilà, petit à petit, il referme ses serres sur cette jeune fille. C'est évidemment quelque chose de tragique. Cette plume est là pour illustrer l'action, le fait, ce truc glauque, cette sexualité non désirée et ce pouvoir qui s'immisce petit à petit pour prendre la place. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que justement, ça ressemble à un fait divers que je lirai dans La Tribune, Le Progrès. C'est très important et c'est bien qu'il y ait des œuvres qui parlent du pouvoir et de la manipulation de certaines personnes et de surtout certains hommes, des agressions sexuelles, toute cette manipulation sexuelle qui existe et qui est extrêmement grave. Mais du coup, j'avais l'impression de lire un article de journal, version 170 pages, où on suit différents points de vue et une écriture très lourde et surtout évidemment une fin qui pareil fait très réaliste. Et puis l'auteur par contre, là où il est bon et où ça déstabilise, c'est qu'il joue sur ce tableau de c'est la victime mais quand même. Comme on peut avoir tous ces débats autour des agressions sexuelles où on entend des choses qui sont absolument choquantes, on se dit mais écoutez-vous avant de parler, c'est le fait de minimiser la victime en disant oui mais t'as pas dit non. Oui mais vous avez continué, et ça il le montre très bien et ça rend du coup ce bouquin très malaisant. Et c'est là où ça fait écho à ce que je dis ça fait fait de société, c'est parce que ce bouquin est très réaliste. On est dans une ville en France avec un fait divers comme il en arrive malheureusement, et c'est absolument aberrant que ça arrive beaucoup trop, et donc ce bouquin à ce côté déstabilisant, cette plume lourde qui nous entraîne dans ce marasme un peu dégoûtant et où on arrive aussi pas forcément à se positionner parce qu'il joue sur ce fait de oui c'est la victime mais quand même. Ce livre est intéressant, mais après je pense que la plume m'a trop sorti de ce bouquin et donc je n'ai pas apprécié ma lecture, mais par contre c'était important et je suis contente de l'avoir lu parce que ça remet aussi l'église au milieu du village et ça prend un fait de société qu'on pourrait lire partout malheureusement, et de se dire ouais en fait c'est pas blanc ou noir, c'est compliqué, c'est difficile. En tout cas vous avez mon avis sur ce bouquin, je vous encourage quand même à le lire si la plume n'a pas l'air de vous rebuter et que pareil vous n'avez pas de problème avec le fait de lire sur ces thématiques. En tout cas moi ça ne l'a pas fait
fait, mais je suis malgré tout contente de l'avoir lu. Passons sur une toute autre thématique, enfin en même temps pas tant, avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Idem, c'est un bouquin que j'ai acheté dans la librairie où j'ai acheté le précédent livre, parce que j'en entends énormément de bien, beaucoup de gens en parlent de manière très positive, et donc je voulais me faire mon avis. Je savais que ce n'était pas pour moi, mais je l'ai quand même lu. Ce que je peux dire, c'est que il se lit bien et facilement parce que la plume est très simple et c'est pas... Enfin, il faut de tout pareil pour faire ce monde. Avant c'était une plume que je trouvais trop complexe, là c'est trop simple. Voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais j'ai trouvé l'écriture très simple, mais ce qui fait que donc les chapitres passent et c'est facile à lire. Pour parler de l'histoire, on suit Violette, qui est une femme que l'on découvre au tout début dans un cimetière, elle est garde-cimetière. Et au fur et à mesure, chaque chapitre, on va avancer un peu dans sa vie, dans son passé. On va découvrir qu'elle a été une enfant de la DAS, qu'elle a fait de famille d'accueil en centre, etc. On suit également sa relation avec un homme qui a été difficile, mais je ne vous en dis pas plus parce que je pense que si vous voulez découvrir ce livre, il faut pas trop en savoir. On va savoir aussi les drames de sa vie, et ça on va le découvrir au fur et à mesure des chapitres, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que on voit quand même là où ça veut en venir, mais il y a ce côté de découverte où on attrape au fur et à mesure des petites briques de savoir pour enfin constituer le mur de sa vie. Je sais que ce n'était pas vraiment pour moi. Ça a été une lecture qui s'est bien faite, j'ai souri à des moments, j'ai rigolé, j'ai été peinée à d'autres, donc il a fait son job. Et je vous le recommande si vous aimez ce genre de lecture qui n'est pas cocooning, qui parle de la vie, d'une vie difficile, d'une vie assez vraie en fait, où on pourrait complètement rencontrer quelqu'un qui nous raconte sa vie, et que ce soit la vie de Violette. Et j'ai beaucoup aimé la relation avec la mort et toute cette vision de la mort, du cimetière, de la perte des gens, des relations. Ça c'était très intéressant. Par contre, là où j'ai eu un peu plus du mal, c'est les choses qui arrivent, qui sont des fois... c'est très ciblé là, mon sentiment sur l'amour, où il y a des choses qui ne font pas très réalistes. Sa vie avec son premier compagnon, dirons-nous, est très réaliste et très triste. Cette femme qui se met en autopilote, on va dire, pour vivre. Je n'en dis pas plus, mais après quand c'est l'histoire de coup de foudre ou ce genre de choses, j'avoue que là ça me sortait un peu de l'histoire parce que je trouvais ça un peu surréaliste. Mais c'est le jeu, je n'ai pas du tout détesté, ça a été quand même une bonne lecture qui, pareil, c'est un gros bouquin parce qu'il fait quand même 660, presque 10 pages, mais c'est écrit gros, ça se lit quand même très vite, ça passe vite, et puis on est quand même happé par cette vie et Violette et son caractère et sa manière de penser, et je pense qu'on peut également en tirer des enseignements. Si on est un peu penché sur le développement personnel ou tout ça, il y a des phrases, des choses, des manières de penser qui sont très intéressantes. C'est difficile pour moi de donner des avis parce que c'est toujours très gris mes opinions, et donc je n'ai pas adoré mais je n'ai pas détesté. C'était une lecture sympathique qui se fait bien, qui est un page turner par le fait qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur le passé de Violette et sur les drames qu'elle a vécu. Après, ce n'est pas forcément un bouquin qui me restera en mémoire, mais il apporte des enseignements surtout sur la mort et sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie qui sont intéressants. Nous avons le tome 11 et le tome 12 de The Promised Neverland. Écoutez, j'ai avancé dans cette saga, j'ai un peu plus apprécié que le tome 10, où d'ailleurs je vous ai l'update lecture qui a été posté mais qui date d'il y a un an, je crois que je vous parlais de ce tome 10. Je trouvais que c'était un tome de transition qui était beaucoup trop long, là il y a beaucoup plus de mouvement et d'action dans ces deux tomes. Ça m'a un peu relancé dans la saga. Pour faire un mini topo, on suit des enfants qui sont dans un orphelinat, et en fait on va découvrir que ce n'est pas un orphelinat
orphelinat comme les autres, puisque c'est une sorte d'élevage intensif d'enfants pour nourrir des démons. Écoutez, ce tome 11 et ce tome 12 se sont quand même bien lus, se sont lus vite. J'ai aimé qu'il y ait un peu plus de rebondissement, qu'on avance un peu plus dans l'histoire. Alors après j'ai toujours la même critique, mais c'est normal parce que c'est un shonen, c'est le fait d'avoir toujours ces pauses de ouais c'est difficile, mais il faut que tous on arrive à s'en sortir, on va y arriver, on est trop fort, et après t'as un peu d'action et puis après ça va, oh on a encore un bâton dans nos roues, mais on va y arriver. Moi je trouve ça long, arrêtez de faire toutes ces pauses et avancez un peu. Bon bref, vous avez mon avis. Après je terminerai quand même la saga, je crois qu'il y a une vingtaine de tomes et que c'est une saga qui est terminée, donc j'avancerai, je vous donnerai mon avis. Ça c'est lu, c'est léger quand même, que demander de mieux. Et enfin, là, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un cadeau de l'un de mes meilleurs amis pour Noël. Et à la fin, il meurt, la seule vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Écoutez, ça a été une très bonne lecture que j'ai trouvé très drôle. C'est un graphique où on va, je vais vous donner un peu des petits dessins pour que vous vous rendiez compte, où on va replonger dans les contes, dans toutes ces histoires de contes de fées qui n'en sont pas vraiment tous. L'origine des contes, la différence entre les auteurs. Vous avez le topo un peu global, les dessins sont très sympas, c'est drôle, en tout cas moi j'ai beaucoup ri. C'est un graphique que je vous recommande, surtout qu'il y a ce petit trait historique aussi qui est très intéressant. Il y a un travail graphique que je trouve très chouette avec ces couleurs très particulières, orange et violette, et puis cet humour, bon évidemment qui est décalé, ce travail sur les contes qui est très intéressant. Honnêtement ça a été une superbe lecture, donc je vous la recommande si vous ne l'avez pas fait et que vous aimez bien un peu les graphiques un peu décalés. Et puis là cette histoire de contes de fées, je n'ai jamais été trop attirée. Je crois qu'enfant j'ai lu des contes, un peu les contes que tout le monde lit enfant, mais j'ai jamais été trop attirée par les contes et j'ai appris pas mal de choses. Et puis cette édition est très sympa avec cette dorure et ce travail très chouette. J'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les lectures que vous avez pu faire en avril et également si vous avez lu certains de ces bouquins, me donner votre avis parce que je trouve toujours intéressant de confronter nos opinions. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!